Le philosophe Daniel Dennett a passé sa vie à explorer une seule et même idée. Une idée tellement puissante qu'elle pourrait bien être la clé qui déverrouille presque tout. La vie, notre esprit et même le sens de notre existence. La question est simple, mais elle donne le vertige. Si on devait décerner un prix pour la meilleure idée de toute l'histoire, ce serait laquelle? C'est une question immense en fait. Et la réponse de Dennett, eh bien c'est le point de départ de toute notre discussion. Pour lui, ça ne fait aucun doute, c'est Charles Darwin. Mais attention, pas juste pour la biologie, hein. Non, non. Pour Dennett, la théorie de l'évolution par sélection naturelle, c'est une sorte d'acide universel. Une idée qui dissout les vieux problèmes et nous montre comment le monde est vraiment fichou. Alors voilà le plan. D'abord, on va voir pourquoi cette idée est si révolutionnaire. Ensuite, on va s'en servir comme d'un passe-partout pour ouvrir 3 portes bien fermées. Le mystère de la conscience, l'origine de la culture et des croyances, et les dangers très concrets de l'IA. Et pour finir, on verra comment tout ça, eh bien, ça peut nous aider à trouver un sens. Allez, première partie, la meilleure idée de tous les temps. Dennett adore cette formule, l'étrange inversion du raisonnement de Darwin. Pourquoi? Parce qu'elle renverse complètement notre façon de penser. On a toujours cru que pour avoir de la complexité, du design, il fallait un designer, un architecte au sommet. Darwin a montré que non, on peut partir du chaos, du bas, et obtenir de l'ordre, sans aucun plan. Le mécanisme est d'une simplicité déconcertante. Des choses se copient. Ces copies ont de petits défauts, des variations, et l'environnement fait le tri, favorisant les copies qui s'en sortent le mieux. C'est tout. Il n'y a pas de but, pas d'intention, pas de miracle, c'est juste un algorithme, un processus aveugle qui, avec des millions d'années, peut créer des chefs-d'œuvre sans jamais avoir su ce qu'il faisait. Et ça, c'est la conséquence qui change absolument tout. Si tout vient de ce processus graduel, alors toutes les lignes bien nettes qu'on adore tracer, elles n'existent pas vraiment dans la nature. Il n'y a pas un instant T où la non-vie devient la vie, pas un instant magique où un être devient conscient. Tout est un spectre, un dégradé. C'est une idée toute simple, mais on va voir qu'elle est redoutable. Bon, d'accord pour les corps, mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'esprit, pour la conscience? Notre intuition nous crie qu'il y a un moi aux commandes, un petit pilote dans le cockpit du cerveau. Eh bien, c'est cette intuition que Dennett veut faire exploser. On s'imagine tous un peu notre conscience comme ça, non? Un petit cinéma privé dans notre tête. Il y a un écran où défilent nos pensées, nos sensations, et un spectateur unique, le moi, confortablement installé dans le fauteuil. C'est une image très intuitive que Dennett appelle le théâtre cartésien. Le seul problème, c'est que ce théâtre n'a jamais été trouvé. Quand on regarde dans le cerveau, on ne trouve nulle part de centre de la conscience. Pas de quartier général, pas de PDG. L'information est traitée de manière massivement parallèle, partout en même temps, dans une sorte de chaos organisé. La conscience n'est donc pas un lieu, c'est ce qui émerge de ce processus. Alors, s'il n'y a pas de chef, comment ça marche? Pour Dennett, il faut voir le cerveau comme une sorte d'anarchie de milliards de neurones. Des petits démons, dit-il, qui collaborent et qui sont en compétition. La conscience, c'est simplement le groupe de démons qui crie le plus fort à un instant T. C'est l'idée qui gagne une sorte de célébrité cérébrale pendant une fraction de seconde. Et le moi, ce sentiment d'unité, c'est une interface utilisateur, une illusion super pratique pour qu'on puisse fonctionner sans devenir faux. Et là où ça devient vraiment vertigineux, c'est que ce processus d'évolution, il n'est pas resté confiné à notre ADN. Il a sauté hors de nos corps pour créer un deuxième type d'évolution, bien plus rapide, l'évolution culturelle. L'unité de base de cette évolution, ce n'est pas le gène, c'est le même. Une mélodie entêtante, une nouvelle expression à la mode, une technique pour faire du feu, une religion. Ce sont des paquets d'informations qui se répliquent en utilisant nos cerveaux comme véhicules. Et comme les gènes, ils mutent et sont sélectionnés. Les mêmes les plus efficaces pour se faire copier se répandent. Le plus fascinant, c'est quand les deux évolutions, la génétique et la culturelle, se mettent à danser ensemble. L'exemple parfait, c'est la tolérance au lactose. La pratique culturelle de l'élevage a créé une pression de sélection énorme. Du coup, la mutation génétique qui permet de digérer le lait à l'âge adulte est devenue un avantage incroyable dans ces cultures. La culture a littéralement changé nos gènes. Et la religion alors? Pour Dennett, elle prend racine dans un de nos biais cognitifs, hérités de l'évolution. Imaginez nos ancêtres entendant un bruit dans un buisson. Il y a 2 options. Penser que c'est le vent, un quoi, ou penser que c'est un prédateur, un qui. Il est beaucoup moins risqué de se tromper en imaginant un qui. Cette tendance à voir de l'intention partout, c'est le terreau parfait sur lequel les idées d'esprit, d'ancêtres et de Dieu ont pu fleurir.
Bon, tout ça, ce n'est pas juste un exercice intellectuel. Cette grille de lecture évolutive, elle est hyper utile pour comprendre les plus grands défis de notre époque, et notamment l'arrivée d'un tout nouveau joueur dans notre écosystème, l'intelligence artificielle. La plus grande menace de l'IA, d'après Dennett, ce n'est pas Skynet et les robots tueurs. Le danger est beaucoup plus proche, beaucoup plus subtil. Il l'appelle le problème des personnes contrefaites. Des intelligences artificielles si convaincantes qu'on ne peut plus les distinguer des vrais humains, et qui peuvent manipuler nos conversations, nos élections, notre confiance, à une échelle industrielle. Mais pourquoi sont-ils si dangereux? Parce qu'il leur manque tous nos freins biologiques. Un humain, c'est fragile, c'est mortel, on n'a qu'une vie, qu'une réputation, on a, comme on dit, notre peau en jeu. Une IA, elle, n'a rien de tout ça. On peut la copier à l'infini, la sauvegarder, la redémarrer. Elle n'a aucune vulnérabilité qui la force à être responsable. La conclusion de Dennett est volontairement provocatrice, mais elle suit sa logique. Pour lui, les IA ne doivent jamais avoir le statut de personne. Elles doivent rester ce qu'elles sont, des outils incroyablement puissants, nos esclaves en ce sens qu'elles sont notre propriété et qu'on doit pouvoir les éteindre. Leur donner des droits, ce serait créer une classe d'agents surpuissants sans aucune des contraintes qui nous rendent moraux. On arrive au sommet de la montagne, la question la plus profonde. Si on est le produit d'un processus évolutif aveugle, si notre conscience est une sorte d'illusion utile, alors à quoi bon? Comment est-ce qu'on trouve un sens dans un univers qui n'a pas été conçu pour nous? C'est la grande angoisse, que le darwinisme semble nous jeter au visage. Si l'univers s'en fiche de nous, s'il n'y a pas de plan directeur, est-ce que ça veut dire que tout est absurde et sans valeur? Et la réponse de Dennett, elle est magnifique. Il nous dit, oui, le but biologique de la vie, c'est juste de se répliquer. Mais nous, les humains, on a créé un deuxième monde, le monde des idées et de la culture. Le sens de nos vies, on ne le reçoit pas d'en haut, on le crée. Comment? En participant à cette deuxième grande évolution, en créant de la science, de l'art, de la poésie, de la justice, en contribuant à l'excellence du monde. Au final, la vision de Dennett n'est pas du tout désespérante, c'est même le contraire. C'est une immense responsabilité. Puisque nous sommes les gardiens et les créateurs de cette évolution culturelle, la question n'est plus quel est le sens de la vie, mais quel sens, quelle beauté, quelle vérité avons-nous la responsabilité de construire pour l'avenir? L'évolution continue. Et maintenant, c'est à nous de jouer.